Saint-Sauveur de Bergerac, samedi 10 mars, Jean-Louis Sérode ouvre son nouvel atelier. Nous sommes là chez vous, dans cet atelier. Vous organisez 2 journées portes ouvertes. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur l'objectif de ces journées portes ouvertes? Oui, je peux vous en dire davantage, mais d'abord, je voudrais vous remercier d'être venu déjà pour couvrir cet événement. Alors, sur les journées portes ouvertes, c'est à l'occasion de l'ouverture du nouvel atelier. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, c'est quand même relativement neuf. Hein. Vous êtes parmi les premiers visiteurs de cet atelier. C'est pour que les gens puissent voir ce que peut être un atelier de peintre éventuellement, si ça les intéresse, et puis voir les peintures exposées en permanence. Parce qu'on parle toujours des peintres et de ce qu'ils font, mais on ne voit souvent, dans les galeries ou autres, qu'une partie de l'activité des peintres, et pas vraiment le peintre lui-même. Je crois que c'est important de voir le peintre, déjà, bon, physiquement, et de voir les œuvres et de pouvoir avoir l'idée que le peintre se fait de ses propres œuvres, s'il s'en fait une, éventuellement, parce que c'est pas évident de se faire une de ses propres œuvres. Voilà. Et c'est justement pour démarrer un cycle de visite à tout moment. Par exemple, vous avez des amis le dimanche après-midi, vous ne savez pas que faire, vous me passez un coup de fil, j'ouvre l'atelier et vous avez une visite d'atelier peintre, c'est intéressant. Et pour les gens qui viennent, et aussi pour le peintre. Un peu égoïstement quand même. Donc ça c'est la partie, disons, présentation de vos œuvres au public. Mais est-ce que vous allez faire aussi autre chose? Oui, alors je vais faire autre chose. D'ailleurs, dès lundi, ça commence, puisque j'ai 2 personnes de la région de Perpignan qui viennent faire un stage de 3 jours, l'après-midi, pour s'initier à la peinture au couteau, puisque c'est mon travail pratiquement exclusif, et aux techniques de l'acrylique et la création, surtout la créativité. Pourquoi ce choix de Saint-Sauveur, si toutefois c'est un choix? Alors, oui, vous faites bien d'ajouter si toutefois c'est un choix. L'idée était de toute façon de trouver un local, parce que nous étions à Bergerac avant et j'avais 15 mètres carrés. Donc si vous voulez, les galeristes vous disent est-ce qu'on peut voir votre galerie? Vous savez pas comment leur répondre de pas venir, parce que 15 mètres carrés c'est un peu juste et ça fait pas sérieux. Et le choix, c'était justement de pouvoir rencontrer les gens, de pouvoir leur présenter quelque chose d'intéressant. Et je cherchais une maison qui pouvait me donner cette chose-là, d'habiter au-dessus et d'avoir l'atelier en dessous. Et la chance nous a permis de trouver cette maison-là, à Saint-Sauveur, qui par ailleurs est un endroit qui est parfait pour ça. Dans la mesure où il y a énormément de promeneurs qui viennent. C'est un petit village éminemment sympathique, avec une municipalité qui nous a accueillis les bras ouverts, avec beaucoup de sympathie. Je veux dire que le maire a fait tout ce qu'il fallait pour ça. Et vous avez pu voir l'environnement calme, la création, la nature, etc., etc. C'est vraiment parfait, mais c'est le hasard qui m'a fait trouver Saint-Sauveur, ou plutôt l'agent immobilier. Bien, Monsieur Sérode, nous allons regarder un petit peu plus près certaines de vos toiles. Par exemple, celle-là, donc vous nous avez dit que la technique était une technique au couteau. Exclusivement, c'était une technique exclusivement au couteau, y compris pour les fonds. Je n'utilise plus les pinceaux depuis déjà pas mal de temps, dans la mesure où, pour moi, le couteau, c'est un instrument plus, sensuel, on va dire. Hein. On travaille la matière directement. Et quelquefois, ça ne donne pas toujours ce qu'on souhaiterait, mais c'est je préfère. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas d'autres explications. Je préfère finalement, et puis voilà. Alors, si je vous dis que par exemple cette toile me fait immédiatement penser à des orchidées, vous me diriez quoi? Alors, je vous dirais que c'est bien, que c'est surprenant comme interprétation, non, même pas surprenant, mais que ça me va bien comme interprétation, dans la mesure où à partir du moment où j'installe une toile sur des cimaises, elle ne m'appartient plus
elle appartient au regard de celui qui la observe. Et chaque personne, ce que je dis souvent, c'est que nous sommes des catalyseurs de rêve. C'est-à-dire qu'on vous pose une toile sur le mur, et elle vous déclenche une émotion, un rêve, etc., qui vous permet justement d'avoir votre propre interprétation en fonction de votre propre personnalité, de vos émotions du moment, parce que c'est changeant. Donc une orchidée, parfait. Cela dit, pour moi, c'est un petit peu délicat, parce que moi qui lis une orchidée là-dedans, et c'est mon rêve, je suis obligé quand même de l'appeler, de le voir, la quête du Graal. Oui, mais donc là, il y a ces problèmes. Non, c'est peut-être parce que l'orchidée vous permet d'atteindre votre propre Graal. Alors justement, ma question, je voudrais poser sur la question des titres. Oui. Pourquoi ces titres-là? Pourquoi vous n'avez pas utilisé, par exemple, le système de Kandinsky ou autre, de donner des numéros à certaines de vos toiles? Est-ce que c'est un repérage indispensable ou ça correspond à quelque chose de plus profond? Alors, si vous voulez, un titre, c'est beaucoup moins anonyme qu'un numéro. Lorsque on reçoit des gens en exposition, la plupart des gens vous disent l'abstrait je comprends pas, etc. Et ils n'osent pas. Alors le titre pour moi, c'est une première entrée dans le tableau. C'est-à-dire que la personne voit un titre. Donc elle le personnalise déjà. Et après, elle dit ah mais moi c'est parce que j'y ai vu, je comprends pas. Elle se fait, on discute et ça lui permet de nous donner l'interprétation comme vous des orchidées, par exemple, alors que c'est la quête du Graal. Peu importe. Le titre n'a qu'une approche, si vous voulez, incitative pour la personne qui regarde. Ça lui fait moins peur. C'est moins anonyme, c'est plus personnel, c'est plus chaleureux. Voilà. Oui. Et puis pour moi, pour mes répertoires et mes listes, je préfère des titres à des numéros. D'accord. Ça personnalise une toile. Une toile, c'est un numéro, non. Une toile, c'est un événement en soi. Chaque toile est un événement en soi, qui mérite un titre. Voilà. Voilà, c'est la seule raison. Très bien. Mais il n'y a pas que du travail, je dirais, abstrait dans vos tableaux. Il y en a un ou deux que vous avez d'ailleurs appelé du Maroc, lié au Maroc en tout cas. Bon, on avait tout de même à peu près compris en voyant les tableaux que nous n'étions pas dans la Finlande ou la Suède. Pourquoi ce besoin d'insister, d'être un peu redondant par rapport au sujet? De toute façon, mes paysages, mon côté figuratif, si vous voulez, est un figuratif interprété, malgré tout. Ça n'est pas un figuratif type photo, type reproduction systématique de la nature avec des bleus qui sont bleus, etc. C'est un peu interprété pour créer des ambiances. On est des ambiances. Bon, je dis souvent quand vous allez en Provence, à midi, que vous voyez un village provençal de loin, avec la petite brume de chaleur qui monte, a priori, vous ne voyez pas forcément des toits, des volets, des portes, etc. Vous voyez des lumières, des éléments de lueur qui se mettent vers vous et des harmonies de couleurs. Donc, si vous voulez, j'essaie de recréer ces ambiances dans le figuratif. Et c'est pour ça que je mets le nom et que je mets Ambiance Maroc, par exemple, ou bien Lumière d'un soir, ou bien des choses comme ça, pour... là aussi, toujours inciter les gens à entrer dans l'instant que j'ai voulu saisir quand j'ai fait cette peinture figurative. Est-ce que vous avez toujours été peintre? Alors, non, je n'ai pas toujours été peintre, non. Mais j'ai commencé à peindre très tôt. J'ai commencé à peindre à l'âge de 14 ans. C'est vrai hélas, il y a trop longtemps, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai toujours peint, même dans des activités un petit peu chahutées avant, puisque j'ai fait de la finance avant, du conseil. Mais j'ai toujours peint, j'ai toujours exposé, parce que pour moi c'était important, c'était un système, une évasion, et c'était aussi un élément de créativité qui permettait, dans des métiers où on incitait les gens précisément à être créatifs, qui permettait de subir nous-mêmes la créativité pour pouvoir mieux en parler après et mieux la communiquer après. Et vous avez vous avez commencé, dites-vous, à partir de 14 ans. Est-ce que vous avez eu une formation particulière ou bien sur le tas? J'ai une anecdote parce que j'étais dans un milieu très rigoureux. Ma mère était institutrice, donc elle aurait voulu que je sois comme tous ces enseignants. Tu seras instituteur, mon fils. Bon, moyennant quoi, c'était absolument interdit. Ma religion me l'interdisait, ma religion personnelle et familiale me l'interdisait. Donc j'ai failli aller aux Beaux-Arts et puis finalement je n'y suis pas allé. Et je suis un autodidacte de la peinture.
Voilà, en clair. Mais je ne le regrette pas dans la mesure où quand vous... C'est pas systématique, c'est une opinion qui n'engage que moi, encore une fois. Ça n'a rien de... quand vous prenez des cours formalisés dans des institutions qui sont faites pour ça, vous devenez peu ou prou un peu prisonnier de ces cours. Vous avez du mal à sortir de ce qu'on vous a appris. Et votre créativité s'en ressent un peu. Or, quand vous êtes autodidacte, c'est le domaine de l'expérience permanente. C'est-à-dire que vous êtes toujours en expérience pour mieux... Et les cours, c'est les expériences successives qui vous les donnent. Et pour moi, c'est une formule qui m'a permis de faire beaucoup plus de créativité que si j'avais été dans un domaine beaucoup plus fermé, beaucoup plus restreint. Voilà. Et donc c'est avec cette même conception que vous recevez des élèves ou des gens qui sont soucieux de travailler avec vous? Absolument, absolument. C'est tout à fait cette conception-là. Moi, je veux que les gens qui viennent en ressortent humainement un petit peu différents. C'est-à-dire que la peinture, si vous voulez, est un moyen de communication, c'est visuel, c'est le premier moyen. Et c'est aussi un moyen d'évasion. Parce que quand vous voyez les gens en train de faire un tableau, ils oublient tout le reste. Ils sont concentrés sur le tableau, ils oublient tous les soucis. Ils vous le disent eux-mêmes, la sortie, il n'y a pas de problème. Et je veux qu'ils puissent prendre conscience de tout ce qu'ils sont capables de faire. Vous avez beaucoup de gens qui arrivent et disent « mais moi je pourrais pas, je sais pas faire, etc. » Et puis quand ils repartent, ils sont tous surpris de ce qu'ils ont réalisé. Donc ça déjà, c'est pour moi, c'est presque le premier plaisir pour moi. C'est réussi. La peinture est un humanisme? C'est un humanisme, c'est une thérapie. Hélas, pas encore remboursé par la sécurité sociale, mais ça devrait. D'ailleurs, vous voyez, il y a des groupes d'art-thérapie qui fonctionnent bien et qui permettent aux gens justement de se découvrir. C'est la liberté, c'est pas dangereux. Il n'y a pas d'idée politique, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de risque d'erreur. L'erreur, c'est par rapport à soi qu'on l'a fait, mais on ne fait jamais d'erreur par rapport à soi. On fait une expérience et on la rectifie par la suite. Donc oui, c'est une forme d'humanisme, oui, bien sûr. C'est un art. Et tous les arts vous permettent de grandir la musique, la littérature, etc. Sauf que la musique, il faut quand même connaître un peu le solfège pour en faire, et que la littérature, il faut quand même connaître un minimum de grammaire. Alors que là, les gens qui ont fait les grottes de Lascaux, je pense qu'ils laissaient aller leur créativité totale. Monsieur Serronne, je vous remercie beaucoup.